Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre édition d'information matinale sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. D'abord, le Soudan avec le retour du président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale. Ce dernier a quitté ce lundi Johannesburg après avoir assisté au 25e sommet de l'Union africaine. Une fois de plus, Omar el-Béchir passe entre les mailles du filet de la CPI. Reportage. En marge du 25e sommet de l'Union africaine, le président soudanais a fait fi de l'interdiction de sortie du territoire prononcée par la justice sud-africaine. Poursuivi pour génocide par la Cour pénale internationale, Omar el-Béchir a décollé ce lundi de Johannesburg sans attendre le verdict de demande d'arrestation émise contre lui. Malgré cette apostrophe, l'entourage du chef de l'exécutif soudanais ne s'est montré inquiet. C'est un équilibre entre les obligations de l'Afrique du Sud en termes de droit international, exécuter un mandat d'arrêt de la Cour suprême et en même temps, le gouvernement d'Afrique du Sud a aussi des obligations internationales de respecter la souveraineté d'un État dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Un peu plus tôt ce dimanche, Béchir a tranquillement participé au sommet de l'Union africaine et a posé au premier rang de la photo officielle des chefs d'État. Visé depuis 2009 par des mandats d'arrêt, le chef de l'exécutif soudanais vient de faire une fois de plus un pied de nez à la justice internationale, confirmant ainsi l'étroite relation existant entre les chefs d'État africains et la CPI. Âgé de 71 ans et au pouvoir depuis 1989, Omar el-Béchir a déjà fait preuve d'audace en se rendant dans des pays membres de la CPI, notamment le Tchad, le Kenya et le Nigeria. Son cas souligne la faiblesse intrinsèque de la CPI, qui peut enquêter sur des crimes et émettre des mandats d'arrêt, mais qui dépend des gouvernements pour faire ces arrestations. Même si la question du troisième mandat a été à nouveau abordée, plusieurs opposants voient dans les élections ou encore dans les décisions prises par la CPS une raison d'espérer la décantation de la situation au Burundi. Les résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le pays ont finalement été publiées dimanche et cette réunion des chefs d'État prévoit surtout une visite ministérielle de la communauté est-africaine à Bujumbura dans les prochains jours. Dina Koussou. Une délégation des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la communauté est-africaine s'est rendue ce lundi en visite de travail au Burundi. Objectif, créer des conditions favorables à des élections crédibles, mais aussi régler toutes les questions faisant l'objet de divergences entre les partis. Ce déplacement intervient au lendemain de la publication des résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Burundi. Un document qui semble représenter pour l'opposition burundaise une tentative de réponse à la crise qui secoue ce pays depuis l'annonce de la candidature du chef de l'État Pierre Nkurunziza. L'essentiel de ces résolutions se trouve dans le point numéro 10 du communiqué du Conseil de paix et de sécurité. 6 décisions qui donnent une quasi-feuille de route. Parmi les plus importantes, on peut citer la reprise inédite du dialogue dans un délai d'une semaine en adéquation avec la future adoption du communiqué du Conseil de paix et de sécurité prévu pour samedi prochain. La date des élections doit être fixée par consensus entre les partis et dans l'esprit du report déjà demandé par la communauté est-africaine. À l'agenda de cette délégation, une rencontre avec le président Pierre Nkurunziza est au programme. Mais ce lundi, il y aura un premier entretien avec l'opposition burundaise engagée dans la contestation du troisième mandat de l'actuel chef de l'exécutif burundais. À noter que les chefs d'État de la région des Grands Lacs devraient se retrouver une nouvelle fois au chevet du Burundi le 29 juin prochain, la date fixée unilatéralement par le pouvoir burundais pour les communales et les législatives. Direction la Libye où les autorités reconnues par la communauté internationale annoncent le décès du cerveau de la meurtrière prise d'otage du site gazier algérien d'In Amenas en 2013. Le Pentagone ne confirme même pas cette frappe qui a certainement fait des pertes en vies humaines. Reportage. Ajdabia, ville située à 160 km à l'ouest de Benghazi, a été la cible d'une frappe aérienne dans la nuit de samedi à dimanche. Suite à cette attaque, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale a annoncé le probable décès de Mokhtar Belmokhtar, le chef djihadiste lié à Al-Qaïda. À en croire les déclarations de la défense américaine, Belmokhtar avait bien été la cible de la frappe, mais le Pentagone attend des analyses plus précises
avant la confirmation des résultats de son opération. Selon le porte-parole du gouvernement libyen, cette frappe intervient dans le cadre du soutien international réclamé pour combattre les groupes terroristes dans le pays. Si l'information était confirmée, le décès de Belmokhtar représenterait un succès dans la traque que mènent les Américains contre les chefs des groupes djihadistes qu'ils pourchassent dans de nombreux pays. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, les djihadistes ont fait état de 7 morts dans le raid, publiant de nombreux corps ainsi que le nom des personnes tuées, sans faire référence à Belmokhtar. Cette annonce du décès du chef djihadiste algérien n'est pas la première. En avril 2013, il avait été donné pour mort par le Tchad, soit 3 mois après l'attaque sanglante de janvier sur le complexe gazier d'In Amenaz en Algérie. Mais 1 mois plus tard, il revendiqua un double attentat-suicide au Niger. La dernière opération en Libye des États-Unis remonte au mois de juin 2014. Au Nigeria, 2 kamikazes ont perpétré simultanément 2 attentats mortels dans le nord-est du pays ce lundi matin. Le bilan fait état de 10 morts. Uriel Abaga. 10 personnes ont perdu la vie ce lundi matin à la suite d'un double attentat suicide à Potiskum, le grand carrefour commercial de l'état de Yobe au nord-est du Nigeria. L'information et tous les détails de ces nouvelles violences ont été dévoilés par la police locale et un milicien qui coopère avec l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram. Le premier kamikaze qui transportait des explosifs dissimulés sous ses vêtements a fait engager la déflagration devant les locaux d'une milice locale, causant la mort de 8 de ses membres. Le deuxième kidam a quant à lui fait exploser sa charge dans un débit de boisson, faisant passer 2 personnes de vie à trépas. Un double attentat perpétré en simultané avec celui qui a fait une vingtaine de morts à N'Djamena au Tchad, où le gouvernement a aussitôt accusé la secte Boko Haram. Les habitants de l'état de Yobe sont habitués aux attaques de la bande à Aboubakar Shekau, même si les autorités locales n'ont pas encore pointé du doigt ces islamistes qui sévissent dans la région du lac Tchad. Depuis l'investiture de Muhammadu Buhari, le nouveau président du Nigeria qu'on ne cesse de présenter comme l'homme de la situation, Boko Haram semble vouloir prouver que sa capacité de nuisance reste intacte. Quelques jours après l'adoption au sommet d'Abuja de la mise en place d'une force multinationale mieux structurée, située à N'Djamena et dirigée par le Nigeria, le choix de la capitale tchadienne et de l'état de Yobe au Nigeria n'est donc pas fortuit. C'est un message clairement lancé aux dirigeants des 2 pays qui semblent les plus actifs dans la lutte contre Boko Haram. L'heure des promesses à tout va est donc terminée pour les présidents des pays concernés. Ces différents chefs d'État doivent mettre rapidement en pratique toutes les décisions entérinées pour anéantir Boko Haram qui ne fait manifestement pas dans la dentelle. Dans le reste de l'actualité de l'économie, le président sud-africain a plaidé pour une croissance plus forte et plus inclusive des économies du continent afin d'éradiquer la pauvreté et de réduire de manière drastique le chômage. Jacob Zuma s'exprimait samedi au centre de conférence de Sandton à Johannesburg au cours du dîner de gala organisé par la Fondation de l'Union africaine. En marge du 25e sommet de l'Union africaine, le président sud-africain Jacob Zuma a plaidé pour une croissance plus forte et plus inclusive des économies du continent africain afin d'éradiquer la pauvreté et de réduire de manière drastique le chômage. Il s'exprimait samedi lors d'un dîner de gala organisé par la Fondation de l'Union africaine au centre de conférence de Sandton à Johannesburg. L'Afrique avait connu une forte croissance économique au cours des dernières décennies, un facteur qui, a-t-il estimé, a attiré une attention soutenue de la part des autres régions du monde. Le président sud-africain a invité à ce propos des dirigeants du continent à apporter des compétences aux ressources humaines de l'Afrique, notamment les jeunes, tout en élargissant le rôle des femmes dans les différents secteurs de l'économie africaine. Il a rappelé que le sommet de l'Union africaine, tenu en janvier dernier, avait appuyé et approuvé le document cadre de l'agenda 2063, qui est une vision partagée de l'Afrique que nous voulons et qui contient les aspirations des citoyens et des gouvernements. Pour atteindre les objectifs et les aspirations de l'agenda 2063, tous les secteurs de nos sociétés, notamment les affaires, doivent jouer leur rôle afin de réaliser cette vision, a ajouté le président Zuma. Le dîner de gala était organisé pour donner aux chefs d'État et de gouvernement et aux capitaines d'industrie du monde entier l'occasion d'échanger sur les voies et moyens de faire avancer l'Afrique dans le contexte de l'agenda 2063.
De l'économie à la santé, nous sommes au Gabon pour rendre effectif la lutte contre la poliomyélite. Le ministère de la Santé organise du 19 au 23 juin prochain une campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Et cette campagne, destinée aux enfants de 0 à 5 ans, vise à renforcer l'immunité de ces derniers contre le poliovirus sauvage. En prévision de cette campagne, Marielle Biogou a rencontré Flore Talla Maoukou, communicatrice en santé du ministère gabonais éponyme. Le ministère gabonais de la Santé organise du 19 au 23 juin prochain une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dès ce vendredi, les enfants de moins de 5 ans recevront des personnels de santé 2 gouttes de ce vaccin approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour ce faire, les équipes vont se déployer sur l'ensemble du territoire en allant de porte à porte et comptent aller jusque dans l'arrière-pays pour toucher les zones rurales les plus reculées du pays. De plus, cette campagne vise à renforcer l'immunité des enfants contre la poliomyélite et la surveillance des cas de paralysie. C'est en effet pour faire face à une menace d'épidémie comme celle qui avait sévi en 2014 au Cameroun et en Guinée équatoriale que le Gabon renforce son dispositif de prévention conjointement avec la République de Guinée équatoriale. Il y a une épidémie en Guinée équatoriale. Et comme nous savons que nos frontières sont poreuses, donc pour prévenir l'épidémie, le ministère de la Santé organise cette campagne de vaccination pour renforcer l'immunité de nos enfants. Parce que là, nous faisons cette campagne à titre préventif. Parce que l'intérêt du gouvernement, c'est de prendre soin de la santé des populations. Aussi, la communicatrice a-t-elle rassuré que ce vaccin ne contient aucun effet secondaire et que la multiplication de doses ne nuit en rien à la santé des enfants. Rappelons que la poliomyélite est une maladie grave pouvant conduire à la paralysie ou à la mort. Éradiquer cette pathologie est donc le pari que se sont donnés les autorités gabonaises et celles de la sous-région. Santé encore avec ces échos sur Ebola qui nous parviennent de Dakar au Sénégal, où l'ONG Médecins sans frontières a organisé une conférence intitulée Ebola, tirer les leçons pour aller de l'avant. Et cette rencontre en présence de la présidente internationale du MSF intervient alors que la recrudescence d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone inquiète les observateurs. Judith Koindo. Affirmé que plus d'1 an après l'apparition d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone, acteurs de santé et autorités répètent les erreurs du passé. Face à la résurgence de l'épidémie, le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a décrété vendredi un couvre-feu dans les secteurs affectés des provinces de Gambia et Port-Locaux dans le nord-ouest, avec confinement des habitants à domicile obligatoire pendant 21 jours, durée maximale d'incubation du virus. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a encore une trentaine de cas dans la région, qu'on a 9 préfectures qui dealent avec des cas et que ça continue à infecter des nouvelles préfectures. Et ça, on se dit, comment ça qu'on n'est pas capable de prévenir ça? Et on n'a pas encore tous les outils sur place. Et on fait encore les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé, notamment par rapport à arriver dans des communautés avec nos kits de protection personnelle, des ambulances et toujours des communautés qui ne sont pas informées sur ce qu'est l'Ebola. Selon l'OMS et les autorités sanitaires, la persistance de pratiques funéraires à risque, les cadavres de malades d'Ebola étant particulièrement contagieux, constituent toujours un des principaux vecteurs de contamination en Guinée et en Sierra Leone, pays majoritairement musulmans. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, partie en décembre 2013 de Guinée, a fait près de 11 200 morts sur quelques 27 000 cas identifiés, un bilan nettement sous-évalué de l'aveu même de l'OMS à plus de 99% en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Parlons de culture à présent et ce film dont le tournage se fait entre le Mali et le Sénégal. Le comédien Ibrahim Koma et la chanteuse Ina Moudia qui sont les acteurs principaux, ou Lou qui veut dire le chien en bambara. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui cherche à s'en sortir et va en trouver le moyen en tentant et en entrant dans le crime organisé. Les précisions de Roland Diakou.
Woulou, qui signifie le chien bambara, tourné entre le Sénégal et le Mali avec le comédien Ibrahim Koma et la chanteuse Ina Modja, est un film qui parle de Laji, chauffeur de minibus interprété par Ibrahim Koma, 27 ans, que l'on retrouve dans le Crocodile du Boswanga ou la Cité Rose. Ce jeune cherche à s'en sortir et va finalement trouver le moyen en entrant dans le crime organisé. Un scénario qui a séduit l'une des actrices principales du film, réalisé par Daouda Koulibaly. Moi, ça me parle complètement, parce que je suis née, j'ai grandi au Mali, j'ai vu la difficulté de beaucoup de jeunes. Et j'ai vu que même les jeunes les plus sérieux, parfois, sont tentés parce qu'ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de tenter leur chance et elle ne leur est pas forcément donnée. La profonde crise politico-militaire que le Mali traverse depuis 2012 est l'une des inspirations du réalisateur qui souhaite montrer comment cette situation n'est pas bénéfique pour le pays, surtout pour la jeunesse. À travers son parcours, à travers sa trajectoire, on essaie de comprendre aussi de quelle manière le crime organisé a pu affecter le Mali et a pu avoir une conséquence peut-être sur ce que le pays traverse aujourd'hui. Le tournage du film a été reporté 2 fois en raison des problèmes de financement, mais aussi de la situation au Mali qui a brutalement rattrapé le film avec l'attentat anti-occidental de Bamako le 7 mars. Après l'attentat qui a eu lieu en mars à Bamako, il y a une grande partie des intérieurs qui étaient prévus à Bamako qui ont été délocalisés, qu'on a fait ici au Sénégal. Donc on a inversé la proportion. On devait faire à peu près 6 semaines à Bamako, 1 semaine à Dakar, et c'est l'inverse qu'on a fait maintenant. Plus de 60 comédiens et techniciens sénégalais, maliens et français ont bouclé le 10 juin 6 semaines de tournage au Sénégal, à Dakar et en province, avant une dernière semaine de prise de vue à Bamako avec une équipe très réduite. Culture encore, les directions, les États-Unis avec le carton plein que fait Jurassic World, coproduit par Steven, qui avait réalisé les 2 premiers films de la série en 1993 et 1997. Le film a engrangé près de 204,6 millions de dollars en Amérique du Nord pour son premier week-end en salle. Dans l'histoire du box-office nord-américain, seul Avengers avait fait mieux en 2012 avec 207,4 millions. Roland Diakou s'en fait l'écho. Avec 511,8 millions de dollars déjà récoltés à travers le monde, et notamment avec plus de 100 millions en Chine, selon les chiffres publiés dimanche par le site boxofficemojo.com, le nouvel épisode de Jurassic World, cette série des films créés par Steven Spielberg, bat à plate couture le précédent record, notamment en 2011 d'Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, qui avait engendré quelques 483 millions de dollars. Depuis sa sortie vendredi en Amérique du Nord, le film a amassé 204,6 millions, ce qui en fait le 2e plus gros week-end de lancement de tous les temps, après Avengers qui avait amassé un peu plus de 207,4 millions de dollars en 2012. Le studio Universal domine donc son peine le premier semestre de 2015 avec les sorties en salle de films comme 50 nuances de Grey, Fast and Furious 7, Pitch Perfect 2 et maintenant Jurassic World. Voilà une année bien remplie. Ce n'est pas fini car Universal vise clairement le milliard de dollars en fin de carrière. Dans ce film, les fans de Brontosaurus en ont pour leur argent. Les animations sont particulièrement efficaces avec des prédateurs volants, des monstres marins, des machines à tuer galopantes et même des hologrammes. Cet univers mêlant science qui part en vrille et hommage aux dinosaures que tout le monde a étudié à l'école avait alors séduit et continue de fasciner le monde entier. Pour terminer cette édition d'information dans la rubrique 7 en plus du journal de 20h d'hier, Dina Koussou était l'invité de Karnoato Mengue et l'entretien était axé sur le double attentat perpétré ce lundi dans la capitale du Tchad et qui a notamment visé le commissariat central de N'Djamena et l'école de police. Le gouvernement tchadien accuse Boko Haram qui n'a pas pour l'instant encore revendiqué cette attaque. L'entretien, c'est dans une poignée de secondes. Arrivé sur ce plateau pour évoquer cet attentat qui s'est
déroulé ce matin en N'Djamena. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce double attentat qui s'est perpétré donc en plein cœur de N'Djamena au Tchad? J'ai déjà précisé aux téléspectateurs que N'Djamena est devenue la ville stratégique de la lutte contre la menace islamique Boko Haram, en ce sens qu'elle a été désignée, comme je le disais tantôt dans mon reportage, pour abriter les locaux, sinon la base même de la force multinationale, la force militaire multinationale qui doit lutter contre Boko Haram, une force qui est naturellement conduite par le Nigeria et on va dire les autres pays tels que le Cameroun, le Niger, le Tchad, pour ne citer que ces pays-là, et bien sûr avec le soutien du Bénin. Il faut quand même ajouter que depuis le déploiement ces 5 derniers mois des militaires tchadiens sur tous les autres territoires frontaliers, ça a été quand même un poids fort pour l'armée tchadienne, mais un poids faible, j'ai envie de le dire comme ça, pour les hommes d'Aboubacar Shekau, dans ce sens qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes dans les combats, dans ce sens que l'armée justement tchadienne a été maintes fois au-dessus des attaques. Il faut aussi dire que le Tchad se présente comme un combattant sérieux pour la lutte contre Boko Haram, et le président Idriss Déby a bien dit qu'il ne sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas éradiqué la menace de Boko Haram dans la sous-région et notamment sur le continent africain. Alors, selon le constat qu'on a fait sur le terrain, certaines indiscrétions voient ce mode opératoire comme étant identique à un certain groupe islamiste, c'est donc Boko Haram. Est-ce que les autorités tchadiennes voient en cela un message d'Aboubacar Shekau? Justement, le mode opératoire, voilà, est remarquablement, à notre plus grand étonnement, très ressemblant à celui de la secte islamiste Boko Haram, une situation qui a véritablement interpellé les autorités tchadiennes sur la question, à savoir si c'est un message envoyé. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que le 29 mai dernier, lorsque le président Mamadou Buhari prêtait serment pour justement diriger le Nigeria, comme actuellement il le fait, juste après avoir prêté serment, quelques temps après, il y a eu ce même type d'attentat à Maïdougouri au nord-est du Nigeria, des attentats suicides qui visaient justement à interpeller les autorités nigérianes sur les futures frappes du groupe islamiste Boko Haram. Aujourd'hui, à quelques 2 semaines, j'ai envie de dire, de la visite du président Mamadou Buhari sur le territoire tchadien, il allait rencontrer son homologue Idriss Déby. Vous voyez que Boko Haram réagit en commettant cet attentat suicide à N'Djamena, un attentat qui a causé la mort de 27 personnes. Donc pour moi, c'est un message sérieux que les terroristes nigériens envoient aujourd'hui aux autorités du Tchad. Alors on peut donc faire un lien très rapidement entre ces attentats perpétrés ce matin et le dernier voyage en date du président Mamadou Buhari à N'Djamena? Alors je serais tentée de faire une petite hypothèse, bien que nous ne pouvons pas sur ce plateau affirmer tout de suite qu'il y aurait un lien, mais à remarquer quand même que le prédécesseur de Mamadou Buhari, en la personne de Goodluck Jonathan, était décrié pour sa passivité, pour son inaction face à la menace Boko Haram qui était grandissante sur le territoire nigérian. Aujourd'hui, Mamadou Buhari est présenté comme l'homme incontournable, l'homme de la situation. Il a été présenté, il est toujours. Alors nous espérons et nous avons envie de croire que au regard de l'engagement des plus hautes autorités nigérianes, notamment aussi l'engagement du président tchadien à éradiquer la menace Boko Haram, c'est peut-être là aussi on pourrait établir, je le mets au conditionnel, un lien entre la visite de Mamadou Buhari le 5 juin dernier sur le territoire tchadien et cette frappe d'un groupe terroriste, peut-être pas encore identifié, mais comme le mode opératoire ressemble à Boko Haram, nous serons peut-être tentés de dire que c'est Boko Haram qui agit derrière cette nouvelle attentat suicide. Dina Kosso, merci. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information matinale. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.